Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue de Studio Tamani que nous avons décidé de délocaliser ici aujourd'hui dans la ville de Koulikoro pour parler de l'affaire Ucoma. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, les femmes du collectif des femmes ex-travailleurs de l'Ucoma de Koulikoro ont tenté de marcher nues à Bamako réclamant aux autorités un plan social de plus de 8 milliards de francs CFA après la privatisation de l'huilerie cotonnière du Mali en 2005. Mais selon la ministre du Travail et de la Fonction publique, le gouvernement s'est engagé à verser la somme de 2 milliards 100 millions de francs CFA aux travailleurs des sociétés Ucoma au regard, selon elle, d'un protocole signé entre les différentes parties. Vous nous écoutez en direct de la radio Djamana de Koulikoro et nos invités sont Madame Touré Djougaldit Mama Sissé, qui est la présidente du collectif des femmes extra-travailleurs de l'Ucoma, Mohamed Keïta de l'association des jeunes juristes ressortissants de Koulikoro et Zoumana Naïté, journaliste. Je suis Mohamedou Touré, mesdames et messieurs, bienvenue. Le grand dialogue. Alors, je le dis, on délocalise le grand dialogue pour parler de l'affaire Ucoma et nous avons Madame Touré Djougaldit Mama Sissé qui va nous expliquer quel est le problème qui rôde autour de cette ancienne usine qui est l'Ucoma. Merci M. Touré. Bonsoir aux auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani. Moi, je suis Madame Touré Djougaldit Mama Sissé, présidente du collectif des femmes Ucoma. Ce collectif regroupe les femmes qui ont travaillé à Ucoma et les épouses des travailleurs de Ucoma. Et le problème qui nous réunit aujourd'hui est le problème Ucoma. Et vous êtes sans savoir que ce problème a duré plus de 10 ans. Lorsque, en 2005, l'État a décidé de privatiser Ucoma. Et le repreneur était Alou Tomota. Donc, le protocole de cession qui a été élaboré en ce moment, il est stipulé là-dedans que l'acquéreur doit élaborer un plan social en 60 jours. Et s'il ne le fait pas, l'État doit le sanctionner. Il doit reverser à l'État 10% de la masse salariale des travailleurs. Et en 60 jours, l'acquéreur n'a pas élaboré de plan social. Parce que si l'acquéreur avait élaboré ce plan social en 60 jours, 95% des travailleurs allaient partir par ce plan. Parce que nous avons entendu parler de lui avant qu'il ne vienne à Ucoma. Tout le monde était disposé à partir par le plan social qu'il doit élaborer en 60 jours. Non seulement il n'a pas élaboré le plan social, et l'État aussi n'a pas joué son rôle d'arbitre. Donc, il a laissé l'acquéreur faire ce qu'il veut des travailleurs. Et jusqu'à ce qu'en 2010, en novembre 2009, nous étions à 5 mois d'arriérés de salaire. Donc, la commission des travailleurs dirigée par Bakary Berté a décidé en assemblée générale que nous nous rendons à la bourse du travail. Avant ça, il avait licencié 400 et quelques travailleurs, emprisonné 31 syndicalistes et après les licenciés et les sous-aînés aussi étaient tous, il les a tous libérés. Donc ceux qui restaient dans l'usine se sont rendus à la bourse du travail. Après, on attendait 5 mois d'arriérés du salaire. Et les 431 personnes qui étaient licenciées ont rejoint ce lot à la bourse du travail. Et on a fait 1 année à la bourse du travail. Il y avait Chaka Diakité, qui était secrétaire général de l'UNTM. Et quand on était à la bourse du travail, on est resté à la bourse du travail pendant 1 année, jusqu'à ce qu'on a perdu un de nos camarades qui s'appelle Salia Togola. Et lors de ce séjour à la bourse du travail, du sitting de la bourse du travail, les religieux, les notabilités de Bamako se sont tous impliqués. Et pendant cette année, le président de la République a appelé notre commission. Alors, c'était ATT, Amadou Toumani Touré. Donc, il leur a dit, je vous offre 200 millions pour que vous puissiez quitter la bourse du travail et regagner vos familles respectives.
Notre commission a dit non, nous, on n'est pas venu quémander ça, on est venu pour notre plan social. Remettez-nous notre plan social et nous rentrerons dans nos familles. Son épouse, alors, Mme Touré Lobo, nous a envoyé une camionnette remplie de vivres avec de l'argent. On l'a fait retourner. On dit non, on n'a pas besoin de ça. Nous, on n'est pas venus ici pour rester à la bourse du travail. Nous avons nos familles qui sont derrière nous. Donc, donnez-nous notre plan social, on va aller. Bon, après l'intervention des religieux, des notabilités, de tout le monde, le président ATT a décidé qu'il va offrir 2 milliards 100 millions aux travailleurs de ICOMA à titre de solidarité pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Il a dit à titre de solidarité. Notre commission a la lettre. Il a dit à titre de solidarité, je remets 2 milliards 100, j'ai puisé ça du fonds de la solidarité pour remettre ça aux travailleurs de ICOMA pour qu'ils puissent regagner leur famille. Donc c'est en ce moment que notre commission a appelé les travailleurs. Ils disent, nous, on a fait retourner 200 millions au président. On a fait retourner ce que son épouse nous a envoyé. C'est notre plan social qui nous engage. Donc, vraiment, s'il envoie ça, nous allons le prendre. Enlever parce que les 5 mois d'arriéré de salaire est déduite quand la ministre Arakitala dit que l'État nous a offert 2 milliards 100. Moi, je dirais que les 5 mois d'arriéré de salaire ont été retirés de ces 2 milliards 100. Il restait 1 milliard 800 et quelques mille. Donc, c'est 1 milliard 800 et quelques mille. Notre commission a dit non, on n'a qu'à enlever ça de notre... C'est comme si on nous... C'est comme si l'État vous devait 3 milliards 900 millions de francs CFA et donc vous avez déduit les 2 milliards 100 000 francs. Il restait 1 milliard 800 000 francs. L'État ne doit plus de... maintenant, le reliquat, c'est 8 milliards 400 et quelques millions. Mais en ce moment, ça faisait 11 milliards et quelques. Mais quand on enlève les 1 milliard 800 et quelques mille, le reliquat qui nous reste, ça fait 8 milliards 400 et quelques millions. Donc, c'est comme si l'argent, là, on ne l'a pas pris comme solidarité. On a décidé qu'on enlève ça de notre plan social et que le reliquat reste avec l'État. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, c'est 1 milliard 100 qu'on a... parce que notre plan social, l'UNTM a décidé de le faire comme le plan social de la CMDT parce que nous sommes du même accord d'établissement. C'est le même accord d'établissement qui nous lie à la CMDT. Donc l'INTM dit, si Tomota a refusé de faire un plan social et que l'État n'a rien dit, donc nous allons faire un plan social des travailleurs de ICOMA comme le plan social de la CMDT. Donc ce plan social comprend 3 volets. Il y a les droits légaux, les droits de réinsertion et des droits négociés. Donc les droits de réinsertion, notre commission a décidé de verser cet argent au compte, un pourcentage pour les droits de réinsertion de chaque travailleur. Donc 74% de chaque travailleur. Donc l'argent, les 1 milliard 800 et quelques mille là, ont servi à payer 74% des droits de réinsertion des travailleurs. D'accord. Donc aujourd'hui, l'État vous doit plus de 8 milliards de francs. 8 milliards 400 et quelques millions. Le secrétaire général de l'UNTM l'a dit l'autre jour dans lors de sa conférence de presse. L'État nous doit 8 milliards 400 et quelques millions. D'accord. Écoutons la version de Mme Rakitala, ministre de la fonction publique. Dans le dit protocole, les résolutions qui engageaient le gouvernement stipulaient que le gouvernement, au nom de la solidarité nationale, s'engageait à payer en lieu et place de l'entreprise, au nom de la solidarité nationale, tout ce qui avait comme point de divergence sur certains droits. Et ces droits-là avaient été déterminés pour un montant de 2 milliards 100 millions de francs CFA. Il ressort, en plus du dépouillement, l'existence d'un état de paiement faisant ressortir que du 3 juin 2010 au 14 septembre 2010, soit 3 jours après la signature du protocole entre toutes les parties, que le gouvernement, à travers le ministère de l'économie et des finances, a entièrement payé en faveur des travailleurs de Ucoma SA le montant de 2 milliards 100 millions. Monsieur Mohamed Keïta, vous êtes un membre de l'association des jeunes juristes de Koulikoro. Vous avez suivi cette affaire de l'UCOMA. Vous venez d'entendre la version des complessés, également celle du ministre. Qu'en pensez-vous, vous? Ok, merci tout d'abord. Tout d'abord, je tiens d'abord à
à remercier Studio Tamani de nous avoir invités. Par rapport à ces sujets, sont sûrs de quelque chose. C'est-à-dire le dossier comment c'est un dossier estompé, c'est-à-dire un dossier très complexe. Le soi-disant protocole, le protocole du 30 mai, tous les problèmes même se posent aujourd'hui même à ce protocole-là. Parce que le problème, c'est pas... qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, dans ce protocole, le gouvernement s'est engagé à payer les arriérés de salaire, c'est-à-dire les 5 mois d'arriérés de salaire des 194 travailleurs qui étaient en sitting. En plus de ça, le droit de réinsertion dans ce protocole. Est-ce que vous voyez? Quant à moi, je pense qu'il y a eu un problème de suivi et de non-tenue des engagements. Avant d'arriver à ce point, vous l'appelez soi-disant protocole. Pourquoi? Soi-disant protocole, parce que le problème, c'est que pour moi, ce protocole-là est caduc aujourd'hui. Caduc dans la mesure où ce qu'on prétend comme plan social, parce que pour moi, dans ce protocole, la grande partie, ce qui intéresse surtout les travailleurs, ça c'est les 36 mois des droits négociés. Bon, en plus de ça aussi, il y a un lot de travailleurs qui avaient décidé de continuer avec Aliou Tomota, qui sont même jusqu'à présent considérés comme des travailleurs de l'UCOMA. On se pose la question par rapport à leur sort aussi. Donc, et que dans ce protocole, il est stipulé qu'en réalité, après avoir payé les droits de réinsertion ainsi que les arriérés de salaire, qu'on allait nommer un administrateur provisoire pour la relance des activités. Et que la négociation, c'est-à-dire les droits négociés là, et les autres indemnités dépendent de la relance des activités. Et que ce travail n'a pas été fait. Donc moi, je pense qu'il y a lieu de revoir ce protocole. Aujourd'hui, le ministre parle de 2 milliards 100 millions qui ont été payés et les travailleurs, eux, réclament plus de 8 milliards de francs CFA. Alors, où se situe le problème? Il y a une différence quand même de plus de 5 milliards. Il y a une différence parce que le problème, c'est quoi? Pour moi, ce protocole, c'est un protocole dérivé. C'est un protocole dérivé, un protocole de sortie de crise. Parce que le gouvernement, dans le protocole de saison du 16 mai 2005, on voit que les engagements n'ont pas été respectés et il n'y a pas eu de suivi. Maintenant, pour trouver une issue favorable même à cette situation, on était obligé d'aller vers l'établissement d'un autre protocole. Et que même dans ce protocole, pratiquement, voir les parties prenantes, il y a l'INTEM, le Conseil national du patronat et puis le gouvernement. Et que ce même protocole a été signé sous réserve de la société ICOMA SA. Donc ça donne quoi penser. D'accord. Zoumana Naïté, vous êtes journaliste, vous avez suivi très bien cette affaire de l'ICOMA. Vous, qu'en pensez-vous? Bon, en fait, d'un point de vue social, ça veut dire que la crise de l'ICOMA a été élargie à tous les niveaux. C'est-à-dire que d'abord, ça a entraîné un effritement économique, social. Peut-être que madame va en parler plus tard. Avec la fermeture de l'ICOMA depuis 2005 à nos jours, il faut reconnaître que l'économie de Koulikoro est restée en berne. Elle est restée, c'est-à-dire sur un plan tellement inertique qu'on ne peut même pas savoir aujourd'hui comme si on vit à Koulikoro. D'aucuns disent que, oui, donc il y a rien, et partout on trouve quelque chose, mais à Koulikoro, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que c'était une ville essentiellement ouvrière, c'était la vache laitière de Koulikoro. Donc avec la privatisation qui n'a pas eu d'issue, ça veut dire que c'est l'économie de Koulikoro qui a été complètement effritée. Donc la société même s'est effritée par la suite. Quand il y a eu des départs sans retour de certains chefs de famille, et quand il y a eu des enfants déscolarisés, quand on a vu que c'est les filles qui ont été traitées sur un autre plan, entre autres, donc ça veut dire que Koulikoro est resté en berne et sous perfusion du reste du Mali. Alors, les problèmes, nous l'avons suivi depuis le départ, depuis ses débuts jusqu'à nos jours, mais il faut reconnaître que c'est un problème essentiellement complexe. La complexité n'a même pas d'explication aujourd'hui. Parce on ne sait même pas par où commencer pour expliquer le problème du l'ICOMA. Alors, la complexité, est-ce que c'est l'État qui ne respecte pas ses engagements ou est-ce que ce sont les travailleurs compressés qui demandent trop?
Non, pas parce qu'il demande trop, parce que l'État n'a pas respecté ses engagements, parce qu'on n'est même pas parvenu à situer les responsabilités par rapport à ce problème du coma. Aujourd'hui, on parle, certains sont au pouvoir aujourd'hui. Ils étaient là quand le problème du coma a commencé. Dans le gouvernement malien, aujourd'hui, il y a parmi eux des ministres qui étaient là, qui avaient les dossiers de l'UCOMA. Aujourd'hui, on ne parle même pas de leur nom dans le problème de l'UCOMA. Il y a certains autres qui gèrent le problème aujourd'hui qui ne connaissent pas parce qu'ils n'avaient même pas les dossiers, mais il a fallu au moins qu'il y ait certaines agitations pour qu'ils cherchent même à savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Et ils ont même raté leur cible parce que les documents même qu'ils ont ne parlent pas correctement du problème de l'UCOMA. Donc ça veut dire qu'on a même l'impression quelquefois que ça dit que c'est la politique de l'autruche. On ne veut même pas voir le problème. On ne veut même pas savoir ce qui se passe. Ou qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas expliqué comme on appelle aux travailleurs de l'UCOMA dans la réclamation de leurs droits. Il y a certaines choses qui ne sont pas dites, que tout le monde ignore, que tout le monde sait, mais on ne veut pas en parler. Mais pourquoi on sait qu'il y a un plan social qui doit découler de la privatisation et dans un délai, ça devait être exécuté, ça n'a pas été exécuté. Et aujourd'hui, pendant 10 ans encore, les mêmes problèmes existent. Les régimes se sont succédés, les mêmes problèmes persistent. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on ne dit pas exactement? Si on sait essentiellement que c'est leur droit, on doit leur payer. Pourquoi on ne les paye pas? Si on ne les paye pas, alors qu'est-ce qui se passe exactement? Donc c'est cette vérité qui n'a pas été dite. C'est pourquoi cette dichotomie, ça existe entre les deux parties. Dialogue de sourds. Certains réclament, d'autres ne veulent pas écouter. Il semblerait également que parmi les travailleurs concernant les 2 milliards et 100 millions de francs CFA, certains ont reçu cet argent et d'autres n'étaient même pas au courant que cet argent a été payé. Est-ce que vous avez cette information? Bon, j'ai eu cette information, mais je ne peux pas m'expliquer clairement là-dessus. Mais ce qui est sûr, on sait que, je crois les travailleurs eux-mêmes, madame pourra en parler, c'est que là-dedans, il y a certains qui en ont perçu et qui ne devaient pas en avoir. Ça, je crois, cela est lié, bien entendu, au régime qu'on a donné. Justement, je ne veux pas parler de partage, mais en tout cas, comment est-ce que ça devait fonctionner entre eux? Certains en ont eu, mais ils ne devaient pas avoir. D'autres devaient en avoir, ils n'en ont pas eu. D'accord. Madame Touré Djougal, dites Maman Cissé, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ces 2 milliards et 100 millions de francs CFA? Merci beaucoup, M. Touré. Je me sens à l'aise en répondant à cette question. Et comme je l'avais dit et que Mohamed l'avait stipulé, quand on a accepté cet argent, que ça fasse partie de notre plan social, les plus jeunes, il y en a certains qui ont dit, parce que c'était prévu dans le protocole que la réouverture de l'usine et la nomination d'un administrateur provisoire. Donc il y a certains travailleurs qui se sont dit, donc nous, on ne va pas aller par le plan social. Nous, on souhaiterait travailler à l'usine comme déjà l'État a signé le protocole en disant que l'usine va être réouverte. Donc, nous, on va rester. Donc, eux, ils ne se sont pas engagés pour le plan social. Donc, il y avait certaines qui étaient à l'usine, mais qui étaient en sitting à la Bourse du Travail. Et vraiment, nous, on ne souhaiterait plus travailler avec Tomota. Il faut écrire nos noms dans le plan social. C'est de cela que Madame dit, ils ne devaient pas en avoir. Pourquoi ils ne devaient pas en avoir? La commission a dit, tous ceux qui ne veulent pas travailler dans l'usine encore, ils n'ont qu'à s'inscrire dans le plan social. Donc, les gens se sont inscrits dans le plan social. Certains disent, nous, on veut aller travailler, on ne veut pas prendre l'argent parce que ça ne va pas nous servir beaucoup. On veut aller travailler. Et l'État avait promis d'ouvrir l'usine pour que les gens travaillent. Ils sont venus, ils ont fait une année, chaque matin, ils vont s'asseoir devant l'usine. Il y a les policiers entre eux et l'usine. Ils n'ont pas pu rentrer. L'usine n'a pas pu redémarrer. La faute à qui? Donc, quand madame dit certains ont eu, certains ne devaient. Quand je suis dans l'usine, il y a un plan social qui vient. Je décide de démissionner et aller m'inscrire dans le plan. C'est ce qu'a demandé la commission, sous le couvert de l'UNTM. On a été nous inscrire, mais je ne vois pas comment elle dit elle ne devait pas en avoir, ces gens, parce qu'ils ont... Non. La commission a dit, tous ceux qui ne veulent pas travailler, inscrivez-vous. Est-ce qu'il ne fallait pas communiquer également entre les travailleurs pour les annoncer que voici ce qui a été perçu, voici ceux qui ont droit à cet argent et ceux qui n'en ont pas droit? Est-ce qu'il n'y a pas eu ce problème de communication? On a tenu une grande assemblée à la Bourse du Travail. Alors aujourd'hui, pourquoi certains estiment qu'ils ne sont pas au courant de la réception de cet argent? Des travailleurs qui stipulent qu'ils n'ont pas été au courant. Tout le monde a été au courant.
D'accord. Monsieur Mohamed Keïta, vous êtes juriste aujourd'hui. Vous pensez que ce protocole n'est plus valable, qu'on devrait changer de stratégie. Qu'est-ce que vous proposez? Monsieur Touré, en réalité, tous les problèmes, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de protocole. C'est-à-dire? Il n'y a jamais eu de protocole parce que depuis 2005, conformément à l'article 8.4 du protocole du 16 mai, c'est l'ICOMA SA, notamment le groupe Tomota, qui devrait en principe proposer le plan social. Et conformément à l'accord d'établissement de la CMDT, parce que l'ICOMA a pratiquement le même accord d'établissement, c'est-à-dire la filiale coton. Est-ce que vous voyez? Mais ce travail n'a pas été fait. Ou bien je dirais même qu'un plan a été proposé mais rejeté. Est-ce que vous voyez? Rejeté par qui? Et rejeté, en principe par les travailleurs, parce que les travailleurs n'ont pas été, et les travailleurs pensent qu'ils n'ont pas été associés à ce travail. Et que ce qui a été fait pratiquement, leurs aspirations n'ont pas été prises en compte dans ce protocole. C'est pour cela que ça a été rejeté par les travailleurs. Ce qui a lieu de faire aujourd'hui, parce que qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a des problèmes. Selon vous déjà, est-ce que les travailleurs devraient rejeter ce plan? Moi, je pense que oui. Pourquoi? Parce que en réalité, dans toute situation, et que même dans une convention, il faut obligatoirement associer toutes les parties, puisque c'est une négociation. Est-ce que vous voyez? Pratiquement toutes les parties ont leur mot à dire. Peut-être qu'il y a des points, si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes obligé de signaler ça. Moi, je pense que c'est très légitime aussi. Maintenant, on a fait de telle sorte que, pour remplacer ces plans sociaux, d'aller vers ce protocole-là, le protocole du 30 mai même en question. Est-ce que vous voyez? En pensant que ce protocole allait absorber et gérer le problème. Même si aujourd'hui, l'INTEM pense que le seul plan social, c'est ce protocole. Et que la solution à ces problèmes-là ne réside pas aujourd'hui dans ce protocole-là. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'État doit payer les 8 milliards, plus de 8 milliards 400 millions de francs CFA au compressé? Moi, je pense que l'État doit payer ça. Pourquoi? Je m'explique. Qu'est-ce qui se passe? En principe, la majeure partie de ces droits-là doivent être payés par l'ICOMA SA. Le groupe Tomota. Le groupe Tomota. Et puisqu'il y a problème aujourd'hui, et que dans ce protocole signé par le PDG même, le groupe Tomota sous réserve, montrant qu'il ne paierait pas à ce qu'on appelle les droits négociés sans la relance des activités. Tous les problèmes se posent à ce niveau. Parce qu'il y a certains droits qui dépendent obligatoirement de la réouverture, de la relance des activités. Moi, je pense que l'État, en tant qu'arbitre de cette situation... Est-ce que les 8 milliards rentrent dans ce cadre? Oui, les 8 milliards rentrent dans ce cadre-là. D'accord. Donc, Madame Touré, vous êtes consciente que vous ne pouvez pas avoir les 8 milliards sans la relance des activités de l'UICOMA? Une partie des 8 milliards rentre là-dedans. Quelle est cette partie? C'est la partie droit négocié. Et ça fait combien? Ça fait 36 mois de salaire pour tout un chacun. Okay. Donc, une partie de ces droits rentre dans la réouverture, la relance des activités. Et l'État ne veut pas payer cette partie également? Elle ne veut pas payer alors que c'est lui le responsable. Pourquoi l'usine n'a pas été réouverte? C'est l'État le responsable. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas les moyens ou l'État ne veut tout simplement pas réouvrir cette usine selon vous? Non, on ne peut pas nous parler de moyens. On ne peut pas nous parler de moyens, vraiment. C'est une question de volonté politique. C'est la volonté politique qui n'y est pas. Sinon, l'État peut bel et bien réouvrir cette société-là. D'accord. Vous écoutez le grand dialogue délocalisé ce soir ici à Koulikoro et vous nous écoutez depuis la radio Djamana. Nous parlons de l'affaire UCOMA. Nous allons nous retrouver tout de suite dans quelques secondes. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Alors, nous parlons de l'affaire Ukoma qui suscite beaucoup de réactions à travers le pays aujourd'hui. Alors, nous avons comme invité Mme Touré Djougaldit Mamassissé, présidente du collectif des femmes Ukoma, Mohamed Keïta de l'association des jeunes juristes ressortissants de Koulikoro et Zoumana Naïté, journaliste ici à Koulikoro. Alors, Zoumana Naïté, Ukoma, avant, c'était une grande usine qui apportait beaucoup à la ville. Vous aviez commencé à parler de cela. Qu'est-ce que ça a apporté à Koulikoro? Ce qui a apporté à Koulikoro, c'est les fiscs d'abord. Parce que, à mon avis, quand l'UCOMA fonctionnait, c'était 6 millions qu'il versait à la mairie par mois. 65 millions. Ah, 65 millions. De francs CFA par mois, oui. Et alors, donc, ça veut dire que c'était une manne financière pour la commune de Koulikoro. Donc, c'est une véritable perte à manque à gagner et que Koulikoro observe depuis cette fermeture. Alors, donc, après le départ de l'UCOMA, on va dire que c'est le vide après. Essentiellement le vide. Donc, les gens, les compressés, on ne cessera pas de le dire. Wallah, ça veut dire quoi? Après la fermeture de l'usine, aujourd'hui, c'est l'activité principale, c'est quoi? C'est le lit du fleuve Niger. Les femmes dont les maris sont partis, les femmes qui travaillaient dans l'usine, eux et leurs enfants et leurs familles sont obligés de descendre dans le fleuve. Dieu seul sait ce que ça entraîne, quelle est la dégradation que ça a apporté à ces femmes-là. Parce que si elles doivent aller pour 1000 francs pendant toute une journée de corvée, retourner seulement à la maison avec 1000 francs. Donc ça veut dire que on est arrivé au comble, franchement, pour toute la société à Koulikoro. Nous, quand on venait, jeune enseignant à l'époque, l'UCOMA était, en tout cas, tous les regards étaient tournés sur l'UCOMA. Donc, mais après la fermeture, c'est nous qui, enseignants, sommes vus, en tout cas, comme les principaux acteurs du développement. Donc, ça veut dire beaucoup de jeunes également étaient employés dans cette usine. Absolument. Et je crois que maintenant on pourra en parler plus. Mais par rapport à l'apport à Koulikoro, certains pensent que même l'huile qui était produite dans cette usine était beaucoup plus accessible à Bamako parce que pour acheter cette huile, il fallait se rendre à Bamako encore parce que l'agence commerciale était à Bamako. Bon, cela est lié bien entendu au fait que la ville est toujours aérée parce que l'usine ne peut pas produire et distribuer ici, comme on appelle, comme ça doit se faire. Non, il faudrait nécessairement qu'il y ait des grossistes qui peuvent au moins enlever une certaine quantité. Et le niveau commercial, à l'époque, à Koulikoro, ne permettait pas cela. Donc, il fallait distribuer à Bamako, que les commerçants de Koulikoro aillent se ravitailler à Bamako pour venir revendre ici. Ce système, ça pouvait se comprendre. Je crois que ça, ce n'était pas, au moins, c'est un déficit en quelque sorte en son nom. Mais c'est lié à un système. Mais il faut reconnaître que, au-delà de ce circuit commercial, alors l'UCOMA, en tout cas, était le principal point central, en tout cas pour la population de Koulikoro. Économique, Madame Touré Djougal, qu'est-ce que l'UCOMA a apporté à la ville de Koulikoro, selon vous? Merci. Je tiens à ajouter que l'UCOMA, ce n'est pas Koulikoro seulement, il y a Koutchala, il y a Kita. À Koulikoro, ça s'est fait beaucoup sentir, comme l'a dit M. Naïté, parce que Koulikoro il n'y a pas beaucoup d'espace agricole. Koulikoro est une ville industrielle et toute la vie des gens tournait autour de cette usine. Et même le cendre qui sortait de la chaudière permet à des familles de vivre, parce qu'il transforme ça en soude qu'on met dans le taux. Donc, vraiment, les femmes autour de l'usine fabriquaient des savons artisanaux. Et il n'y a pas une famille ici à Koulikoro qui n'a pas un membre qui travaille à UCOMA. C'est très difficile, c'est très rare. Donc, UCOMA était la vie de Koulikoro. Enlever UCOMA à Koulikoro, c'est comme si vous coupez de l'air à un asthmatique. Donc, la ville est en train de se battre dans des conditions très, très difficiles. Comme l'a dit Naïté, allez-y faire un tour au nid du fleuve et voir les femmes. La plupart, c'est les femmes des travailleurs du Kouma. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, quand les femmes ont décidé d'aller marcher nues, j'ai dit, être nue ici à Koulikoro, vraiment, nous en sommes tous les jours. Parce que tu ne peux pas rentrer dans le fleuve exploiter du sable sans laisser les habits au bord du fleuve. Là-bas,
il y a tes fils, il y a tes enfants, il y a tes petits frères. Tout le monde est ensemble là-bas. Donc, c'est le quotidien des femmes ici à Kouloukourou. Donc, Ikouma a laissé un vide terrible. Dans les 3 localités, mais à Kouloukourou, c'est encore pire. Mohamed Keïta, quelque chose à ajouter par rapport au vide que cette usine a laissé? Comme les prédécesseurs ont si bien dit, en réalité, l'impact socio-économique de l'Ikouma n'était pas à cacher. Parce que qu'est-ce qui se passe, surtout ici à Kouloukourou? En réalité, ce n'était pas l'Ikouma seul. Parce que c'est-à-dire la conséquence même de la fermeture de l'Ikouma a engendré la fermeture de d'autres entreprises. C'est ce qui fait que jusqu'à présent, la ville souffre et la ville continue à souffrir. Donc tout dépendait de l'Ikouma? Tout dépendait de l'Ikouma ici à Kouloukourou. D'accord. On a été parmi les entreprises qui ont été fermées ou qui dépendaient de cette usine. Est-ce que vous vous souvenez de certaines? Bon, en fait, ça veut dire que c'est des entreprises familiales, comme madame l'a dit, hein, les résidus, c'est-à-dire que les sous-produits, comme on appelle, des produits de l'Ikoma, étaient employés par les associations des femmes. En faire des savons, en faire même de l'huile, traiter ou faire un autre traitement. Et même à l'Ikoma, comment on les appelle, pas au-delà des cendres, il y avait une substance, au moins ce qui tombait, qui était rejeté dans comment on appelle, à l'intérieur de l'usine, mais qui était récupéré, qui permettait de stabiliser la terre ailleurs. Vous voyez, dans des maisons, sur les routes, quand vous avez au moins des problèmes de cabossage des routes, donc on amenait ces substances-là, c'était comme le goudron en effet. Donc tout cela, c'était des industries qui étaient formées autour de ça. C'était des entreprises qui étaient formées autour de ça. C'était des business en réalité entre les travailleurs, certains travailleurs et aussi la population. Donc tout cela a disparu. Aujourd'hui, sur la route du lycée, chaque année, au moins, on stabilisait la route avec ces substances-là. Vous voyez, mais aujourd'hui, tout cela a disparu. Donc, ce sont des conséquences de la fermeture de l'Ikoma. Mais certes, il y a d'autres entreprises, hein, des entreprises très formelles, mais ceci-là dépendait d'une manière, mais n'existe plus. Non, est-ce que vous voulez dire que depuis le départ de l'Ikoma, ce qui fait plus de 10 ans, rien ne marche à Kouloukourou? Absolument. D'accord. Je confirme. D'accord. Nous allons écouter le maire de Kouloukourou qui va réagir suite à la fermeture et le problème qui est créé autour de cette fermeture de l'Ikoma. Ce qui aggrave la situation de Kouloukourou, ça c'est les remous de la fermeture de notre usine Ikoma qui s'est fermée il y a plus de 10 ans. Donc c'est maintenant les travailleurs sont en train de chercher leurs droits. C'est ce qui a un peu réveillé la conscience sur les problématiques d'emploi dans la ville de Kouloukourou. Et qu'est-ce que vous pensez de cette situation du Ikoma? Bon, moi je pense que ce problème entre l'État et les travailleurs, ça fait plus de combien de temps, un peu plus de 3 ou 4 mois que nous sommes en train de gérer ce problème avec le ministère de l'Emploi. Donc maintenant c'est aux travailleurs d'amener les preuves. Parce que l'État, effectivement, en 2012 ou 2011, ils ont reçu un montant de 2 milliards 100 millions de la part de l'ancien président, Amadou Toumani Touré. Donc ça a réglé une partie du problème. Maintenant, il reste l'autre partie. Maintenant, c'est aux travailleurs de rapprocher le ministère afin d'amener les preuves contraires de ce que le ministre a démontré. Bon, pour cette situation du comment, moi je pense que l'État doit tout faire pour régulariser, payer les droits des travailleurs. Ensuite, chercher d'autres opportunités pour créer des emplois. Donc, ils ont déjà commencé en lançant l'autre jour, le vendredi passé, les travaux d'aménagement de la zone industrielle qui fait 60 hectares. Donc, ça, c'est déjà un premier pas pour l'installation des industries qui vont créer de l'emploi. D'accord. Deux choses à retenir par rapport à cette intervention du maire qui demande aux travailleurs de l'Ikoma d'amener les preuves pour démentir ce que le ministre a dit, et également à l'État de créer des opportunités et de payer les droits des travailleurs. Madame Djougal, dites-moi Cissé, est-ce que vous n'avez pas apporté les preuves pour démentir ce que le ministre a dit? Et toutes les preuves se trouvent avec l'UNTM. Et l'UNTM a amené les preuves chez madame de la fonction publique. Donc, c'est l'UNTM qui est mandaté par le travailleur. Donc, si l'UNTM a affirmé l'autre jour, à combien de reprises eux, ils amènent les dossiers, ils disent que les dossiers ont disparu. Et ils continuent toujours à fournir les dossiers.
Donc, moi, je ne pense pas s'ils peuvent parler de Comment des dossiers peuvent disparaître comme cela? C'est ça. Il y avait un journaliste qui a posé la question au secrétaire général de l'INTM. Et il a affirmé que chaque fois, ils leur disent qu'ils n'ont pas les dossiers, qu'ils ont perdu les dossiers. La première fois, ils disent que lors du truc de Amadou Aya, ils ont perdu les dossiers. Et ils ont réuni tous les dossiers et les remettre. Alors, du coup d'État? Ah oui, qu'ils ont perdu les dossiers. Après, ils ont cherché les dossiers à leurs propres frais et ils les ont amenés. Une fois encore, ils leur appellent pour dire que vraiment, il y a certains dossiers qui manquent encore. Eux, ils ont cherché encore les dossiers, ils les ont ramenés. Mais ils ne veulent pas appeler l'UNTM sur la table des négociations. Ça ne peut pas se résoudre sans ça. Il faut qu'ils appellent l'UNTM sur la table de résolution. Vous pensez que l'UNTM est assez engagé dans cette affaire? Il doit être assez engagé dans cette affaire. Donc, je veux dire, ils ne veulent pas appeler l'UNTM. Sinon, même le rapport fourni par Mme Rakitala, il nous avait promis qu'en 8 semaines, on aura notre plan social. Et on a demandé, il faut associer la commission des travailleurs et l'UNTM. Mais elle est partie se réunir, je ne sais pas où, une commission, si même la commission s'est même réunie, pour sortir un dossier, un rapport. Dans ce rapport, l'UNTM ne figure pas, la commission des travailleurs ne figure pas. On voit la signature de 2 conseillers. 2 conseillers peuvent choisir une commission, remplacer toute une commission. Donc je pense qu'il y a une très mauvaise volonté de la part de l'exécutif pour résoudre ce problème. Ce n'est pas une question de dossier, c'est seulement une question de mauvaise volonté de résoudre ce problème. Et moi, je pense qu'une seule personne ne peut pas faire ça à 1000 Maliens et que ça reste comme ça. On n'est pas d'accord. Alors, est-ce que vous avez bénéficié d'autres soutiens quand on voit que la manifestation, la marche, quand vous avez tenté de marcher nu à Bamako, on n'a pas vu l'UNTM s'engager dans cette manifestation? Est-ce que vous pensez que l'Union nationale des travailleurs du Mali est suffisamment engagée dans le traitement de cette affaire? Nous, quand on partait pour cette marche, on n'a pas informé l'UNTM. Nous, on avait ras-le-bol ici à Kouloukourou. Les femmes avaient ras-le-bol ici à Kouloukourou. On n'a pas invité l'UNTM. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas... Vous demandez à l'UNTM de gérer le dossier et après vous menez des manifestations sans informer l'UNTM? Monsieur Touré, quand après plusieurs va-et-vient des ministres, quand en octobre, les femmes avaient décidé d'aller marcher nues à Bamako pour réclamer nos droits. Et on a été voir les notabilités de Bamako. Ils disent, ne faites pas ça, ce n'est pas bon pour le pays. On va appeler en haut. Nuitama, Mohamed et Naïté sont témoins. Nuitama, on nous envoie 3 ministres. Rakitala, Ali Ag Ibrahim et puis Amadoun Konaté. Les gens même avaient décidé de ne pas rentrer dans la salle si c'est Rakitala et Amadoun Konaté. Tellement ils sont venus, tu m'excuses du terme, nous mentir. Donc, on a décidé de ne pas rentrer. Les gens disent non, comme il y a Hamadoun Konaté qui n'est jamais venu, il faut rentrer dans la salle. Un ministre n'est pas n'importe qui. À plus forte raison, 3 ministres. Avant ça, il y a eu 5 ministres qui sont venus. Quand on rentre dans la salle, ils disent, Hamadoun Konaté dit donc ils vont régler le problème, le plan social. On a dit, les jeunes disent, donnez-nous une date. Hamadoun Konaté du développement social a dit 8 semaines. Les jeunes avaient riposté. Le maire s'est levé, il dit, celui-là, j'ai travaillé avec lui à la mairie. Acceptez les 8 semaines et ça va aller. Donc, on a avec les jeunes, les femmes, les travailleurs, on a tous accepté les 8 semaines qui devaient prendre fin le 10 décembre. Et à l'approche des 8 semaines, qu'est-ce qu'on va nous sortir? Un rapport pour nous dire qu'on n'a pas droit. Des gens affamés, fatigués, 10 ans de lutte. Il n'y a rien de pacifique qu'on n'a pas fait. Mais moi, je pense que parce qu'on est pacifique, qu'on est arrivé à ce point. Et tu donnes une date à des gens affamés, fatigués, moralement abattus, pour leur dire d'ici le 10, tous vos problèmes seront réglés. On va vous payer votre plan social. Et à l'arrivée des 10 semaines, vous faites sortir un rapport. Dans ce rapport,
tous les travailleurs que Tomota a trouvés en 2005, vous dites qu'ils n'ont pas droit à ça. Donc, qu'est-ce que l'État pense de nous? Vous faites révolter les gens pour venir jouer aux pompiers. Donc ça, ce n'est pas bon dans un État. D'accord. Mohamed Ekita, comment pouvez-vous expliquer cette situation? Comment dans un État comme le Mali, des dossiers peuvent disparaître à plusieurs reprises dans une administration sérieuse? Bon, avant de vous répondre, je tiens tout d'abord à signaler un point. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Moi, j'ai vu le plan d'action de l'INTEM pour les 5 sociétés. Maintenant, je vois que les rubriques revendiquées par l'INTEM n'ont pas en cohérence avec ce protocole-là. Le document de base aujourd'hui, c'est le protocole du 30 mai. C'est pour cela que je vous ai dit que la solution à ces problèmes ne se trouve pas dans ce protocole. Donc, il y a incohérence totale. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de régler le problème... L'UNTEM n'a pas signé ce protocole? L'INTEM a signé ce protocole. Et l'UNTEM réclame autre chose qui n'est pas dans ce protocole? Donc, qui n'est pas dans ce protocole. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, ce qui explique cela, qu'est-ce qui se passe? Parce que lors de l'adoption de ce protocole, on était dans une crise. On voulait sortir de cette crise. C'est pour cela qu'on a vu nécessaire d'aller vers ce protocole-là. Donc, quant à moi, je pense que les parties signataires... D'accord. Mais vous êtes juriste, est-ce que vous pensez qu'après signature de ce protocole, l'UNTEM peut réclamer d'autres choses? L'UNTEM peut bel et bien réclamer d'autres choses, puisque l'UNTEM est mandataire des travailleurs, surtout dans ce protocole-là. Moi, je pense qu'il y a lié à ce que l'UNTEM et le Conseil national du patronat demandent à l'État de revoir sa position. Parce que qu'est-ce qui se passe? Au lieu de régler le problème, on est en train de déplacer le problème. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui explique la disparition des documents selon vous? Bon, par rapport à ça, comme vous le savez, parce que tout le monde connaît pratiquement la réalité de l'administration malienne. Bon, certains pensent que c'est un désintérêt. Mais une seule fois, 2 fois, moi je pense qu'il y a lieu de penser. Il y a lieu de penser parce que comment se peut-il qu'un dossier se perd une seule fois, 2 fois, 3 fois? Moi, je pense que c'est des trous. D'accord. Il ne reste plus que 3 minutes. Selon vous, quelle peut être la solution face à ce problème, M. Keita? La solution, pour moi, je suis la solution à des niveaux. Est-ce qu'il y a lieu d'aller vers la réouverture de l'ECOMA? Et pour aller vers la réouverture de l'ECOMA, on est obligé, maintenant, l'État est obligé maintenant de négocier avec Tomota. C'était aussi d'impliquer obligatoirement la CMDT. Sans la CMDT, il n'y a pas ICOMA. Sans la CMDT, il n'y a pas ICOMA. Maintenant, quant au plan social, moi je pense que surtout les 2 parties signataires, le Conseil national du patronat ainsi que l'INTEM, doivent inciter l'État à revenir sur la table de négociation, conformément au plan d'action déposé par l'INTEM. Il faut qu'il y ait cohérence. Est-ce que cette zone industrielle pourra changer quelque chose? Quelle zone industrielle? Qui vient d'être les travaux de la zone industrielle qui viennent d'être inaugurés. Bon, moi je pense que ça c'est un plus pour moi. D'accord. Ça c'est un plus. D'accord. Oui. Madame Touré Djougaldit Manmassissé, quelles sont les mesures que vous avez prévues pour l'obtention de vos droits? Merci M. Touré. Nous sommes des patriotes. C'est pourquoi on est arrivé à faire 12 ans sans notre plan social. Si nous avions des armes, aujourd'hui, va trouver qu'on nous a donné notre plan social. Mais nous resterons toujours patriotes. Nous demanderons au chef de l'État, président de la République, s'il doit s'asseoir pour laisser 1000 et quelques travailleurs, 1000 et quelques Maliens dans la souffrance à cause de la carence d'un de ses ministres. Moi, je pense que ça aussi, on verra. Et que ce qu'on tient à dire, en tout cas nous les femmes, Kouloukoro, Kita, Kouchala, celle qui a fait ce travail et qui a chamboulé toute une action gouvernementale, elle n'est pas plus malienne que nous. On va la montrer que nous aussi, on n'est pas venus cohabiter au Mali, que nous sommes des Maliens.
et nous réclamons nos droits. L'autre jour, quand on a été à Bamako, quand on nous a jeté du gaz là-dessus. 10 secondes. Donc, il y a certains qui disaient employer la force. Moi, je pense que là où on doit employer la force, on le connaît, et que ce n'est pas des femmes qui viennent réclamer dans leurs droits dans un état de droit qu'il faut employer la force. Donc, je demande le bon sens du président de la République et je m'en tiens là. Merci. Espérons qu'une bonne solution sera trouvée à cette affaire pour le bonheur de tous les Maliens. Et c'est ce qui met fin à ce grand dialogue délocalisé ici à Koulikoro. Vous nous écoutiez en direct de la radio Djamana de Koulikoro. Nos invités, Mme Touré Djougal Ditmama Sissé, présidente du collectif des femmes UCOMA, Mohamed Keïta de l'association des jeunes juristes ressortissants de Koulikoro et Zoumana Naïté, journaliste. Débat réalisé avec l'appui de la radio Djamana à la régie vidéo Nouhoum Djiré, régie technique audio assurée par Peting Diara. Je suis Mouhamadou Touré. À la présentation de ce débat, nous nous retrouverons une prochaine fois pour parler de cette affaire. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.